400 km au-dessus de la surface du globe, tourne un poste d'observation unique, la Station spatiale internationale, l'ISS. Une nouvelle expédition Soyouz accueille un médecin japonais, Satoshi Furukawa. Pour son premier voyage spatial, il va rester en orbite autour de la Terre pendant 5 mois. Sa mission, fournir aux scientifiques du monde entier des images de phénomènes célestes jamais observés sous cet angle. Le cosmonaute doit filmer la fine couche d'atmosphère terrestre avec une caméra ultra-sensible, un bijou de technologie spécialement conçu pour cette mission. Il va enregistrer des heures d'images inédites pour tenter de comprendre la place que la Terre occupe dans l'univers. Au bout de cette odyssée spatiale, Satoshi Furukawa devrait livrer les premières images haute définition d'un étrange phénomène électrique, les farfadets. Pour la première fois, il pourra filmer les aurores boréales depuis l'espace et capturera plusieurs pluies d'étoiles filantes. Grâce à ces images exceptionnelles, les scientifiques pourront analyser les interactions entre l'atmosphère de notre planète et l'espace. Ils vont nous faire découvrir les conséquences des tempêtes solaires, des explosions de supernovas et des chutes de météorites. La grande aventure de la science et du voyage spatial, un autre regard sur le monde. Le cosmonaute de l'ISS va vivre un périple passionnant aux portes du cosmos. Le temps a passé depuis le vol de Gagarine le 12 avril 1961. Mais le cosmodrome de Baïkonour, lui, n'a pas beaucoup changé. Les hangars abritent toujours les fusées Soyouz, des engins simples et robustes, qui ont déjà eu l'occasion de faire leurs preuves. Plus de 1700 lancements à leur actif. Mais un vol spatial reste une aventure à haut risque. Une première pour le médecin japonais Satoshi Furukawa. Thank you very much for your work and God bless you. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. « 49 mètres de long pour un poids total de 310 tonnes, la fusée Soyouz, dont c'est le 110e vol habité, n'a guère changé depuis les années 60. Ses 4 étages lui permettent d'embarquer les 7 tonnes du vaisseau qui sera mis en orbite à 200 km. Plus que quelques minutes avant le départ. Pour les cosmonautes, c'est souvent un rêve d'enfant qui se réalise. C'est toujours un moment important pour tous les astronautes et les cosmonautes de partir sur le même pas de tir que Gagarine, avec pratiquement la même fusée qui a lancé Gagarine. C'est quand même quelque chose d'assez agréable, je dirais. Et l'aboutissement d'un rêve et puis aussi d'un long travail d'entraînement. Chirurgien, choisi pour ses compétences comme gastro-entérologue, Satoshi Furukawa n'a pas échappé à l'intense préparation physique des candidats au voyage spatial. Alors il y a bien sûr un entraînement physique, d'abord parce que lorsqu'on fait du sport, en principe on maintient une meilleure santé, donc il y a l'aspect médical et l'aspect, les capacités sportives aussi des astronautes qui sont importantes. En plus, lorsqu'on est à bord de la station, lorsqu'on reste 6 mois en apesanteur, il faut faire du sport tous les jours. Donc les gens se préparent aussi bien sûr en avance pendant l'entraînement aussi. On
voit souvent les entraînements en piscine pour les sorties extravéhiculaires. Ça évidemment, ça se fait toujours. Et puis l'entraînement robotique aussi qui se fait qui est basé sur ordinateur. Régulièrement, les cosmonautes sont mis dans les conditions de leur futur vol. Et la simulation, elle est partout et de plus en plus d'ailleurs. Donc il y a des simulations sur les modules eux-mêmes. Dans chaque centre d'entraînement, il y a des maquettes et des simulateurs des modules de chaque partenaire. Durant les séances d'entraînement, Satoshi et ses deux compagnons découvrent le module orbital du vaisseau Soyouz. Un habitacle de 5 mètres cubes, pas plus grand qu'une cabine téléphonique, dans lequel ils devront rester 2 jours avant d'atteindre la Station spatiale internationale. Tout ça, ça s'échelonne sur 2 ans pour la préparation d'une mission particulière. À 21h, le 6 juin 2011, Satoshi Furukawa s'avance vers l'échelle conduisant à l'ascenseur qui l'amènera au niveau de la capsule. La fusée dans laquelle il va s'installer est d'une puissance incroyable. Elle ne mettra qu'une petite dizaine de minutes pour placer le vaisseau Soyouz en orbite à 200 km de la Terre. Liftoff. And ignition. À 21h12, les propulseurs de la fusée s'allument comme prévu. Liftoff of the Soyuz 27 rocket and spacecraft carrying Mike Fossum, Satoshi Furukawa and Sergei Volkov into orbit. Pendant la montée, le premier étage va brûler ses 39 tonnes de carburant en 3 minutes. Le second consommera 95 tonnes de carburant en 290 secondes seulement. La fusée atteint bientôt une vitesse de 325 mètres secondes. Au sol, les ingénieurs gardent constamment le contact avec l'équipage. Située en orbite terrestre basse, entre 300 et 400 km d'altitude, la Station spatiale internationale est aux portes du cosmos. Pendant 2 jours, les 3 cosmonautes vont s'approcher de l'ISS avec précaution. Après l'intensité du décollage, il faut retrouver un peu de calme, s'habituer à la pesanteur et se préparer à l'autre étape cruciale du périple, l'arrimage. Alors l'arrimage proprement dit vers la station, bien sûr, c'est un moment qui est critique parce que si on ne s'arrime pas, bon, d'abord ça retarde le reste des opérations, mais on risque si les choses se passent pas très bien, à un moment donné, de devoir revenir sur Terre et à ce moment-là, la mission est perdue. Donc il va falloir tout reconfigurer pour une nouvelle mission. Donc évidemment, personne ne veut se retrouver dans cette situation. Donc c'est pour ça que c'est quand même un moment assez critique. Les volumes du vaisseau Soyouz ont été optimisés. Il est composé de 3 parties. Le module orbital dans lequel les cosmonautes vivent, le module de descente avec lequel ils reviendront sur Terre, et le module de service dans lequel se trouve le poste de pilotage. C'est là qu'a été installé le système de guidage et de navigation embarqué. Si la procédure a été automatisée récemment, l'instant reste crucial. Une erreur, et c'est la collision. Ce 9 juin 2011, la manœuvre s'achève sans encombre. Satoshi Furukawa, Sergei Volkov et Mike Fossum peuvent enfin enlever la combinaison pressurisée qu'ils n'ont pas quittée depuis 2 jours. Pour les cosmonautes de la Station spatiale internationale, c'est l'heure de la relève. Pour les nouveaux arrivants, une nouvelle vie commence.
behind Sergei Volkov and Satoshi Furukawa from the Japan Aerospace Exploration Agency. Grande comme un terrain de football, la station spatiale, dont la construction a été entamée en 1998, est un immense jeu de construction constitué de plusieurs modules pressurisés. Leur taille équivaut à 4 ou 5 bus qui auraient été emboîtés les uns derrière les autres pour un volume total de 900 mètres cubes, dont 400 sont habitables. La station est ravitaillée par des cargos entièrement automatisés. Ces 2500 mètres carrés de panneaux solaires lui fournissent une puissance électrique de 110 kW. Laboratoire géant, l'ISS permet aux cosmonautes de réaliser de nombreuses expériences sur la science des matériaux, l'astronomie et la biologie. Ils étudient notamment l'adaptation du corps humain à l'absence totale de gravité. Tout vole, tout flotte, voilà. Donc on peut pas poser les choses sur une table. Il faut vraiment les accrocher. Chaque objet doit faire l'objet d'une attention particulière, si on peut dire. Sinon, on peut perdre facilement des choses. Alors bien sûr, c'est assez amusant, assez excitant de vivre en apesanteur, mais lorsque l'on travaille, on n'est pas du tout habitué à travailler dans ces conditions. Et en particulier, on perd beaucoup de choses au début. Donc il y a une période d'adaptation où on doit apprendre à travailler dans ces conditions, à être très méticuleux sur la façon dont on gère les objets en particulier, ce qui vient au bout de, je dirais, 15 jours, 3 semaines. Ça prend un certain temps avant d'être parfaitement à l'aise dans ces conditions. Mais l'apesanteur a aussi des effets néfastes sur le métabolisme humain. Redistribution des fluides corporels, atrophie musculaire et décalcification des os. Des maux que les cosmonautes surveillent et combattent en effectuant 2 heures de sport par jour. Le module américain Tranquility a été muni d'une coupole d'observation permettant d'avoir une vue à 180 degrés sur la station et sur la Terre. C'est de là que Satoshi Furukawa va filmer. Il dispose d'une caméra spécialement conçue pour sa mission. La sensibilité de ces capteurs est telle qu'elle permet de capturer des phénomènes lumineux jamais observés auparavant, et cela dans l'obscurité la plus complète. Satoshi va surtout profiter du point de vue exceptionnel et découvrir sa planète sous un nouveau jour. La première chose que l'on retient, en tout cas psychologiquement, c'est qu'il n'y a pas qu'une planète, il n'y a pas de frontières. On passe d'un pays à l'autre sans passer les frontières, on ne les voit pas en tout cas. Ensuite, on remarque que la planète est très bleue. On sait qu'il y a 70% d'océan, mais là on le voit réellement. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on met le nez à l'extérieur, eh bien, on voit du bleu, on voit l'océan. Puis ce qui est surprenant aussi, c'est l'échelle. On ne voit plus à l'échelle, comme dans un avion, à l'échelle d'une petite région, mais on voit à l'échelle d'un continent. On voit sur 2000 km autour de soi. L'ISS effectue une rotation autour de la Terre en 1h30 seulement. Elle voyage à la vitesse hallucinante de 28 000 km par heure. Jour et nuit se succèdent toutes les 45 minutes environ. Les phases d'observation restent courtes, surtout lorsqu'il s'agit de repérer l'apparition de sprites, les esprits en anglais, que les physiciens français appellent farfadets. Mais qu'est-ce qu'un farfadet exactement? Ce sont les pilotes naviguant au niveau de la stratosphère qui ont été les premiers à signaler ces étranges phénomènes lumineux. S'agissait-il d'éclairs, d'une illusion d'optique? De nombreux pilotes ont envoyé leurs récits d'observation à la NASA en vain. L'un des premiers à avoir rapporté son aventure était pilote dans l'US Air Force. Retraité de l'armée, Ronald Williams se souvient très bien de cette incroyable vision alors qu'il effectuait un vol en haute altitude durant la guerre du Vietnam. C'était un énorme orage situé au cœur d'un typhon. Tout à coup, complètement par hasard, je l'ai vu. Ronald a vu une énorme lumière émerger des nuages au-dessus de lui pour grimper vers l'espace. Mais les autorités restèrent sceptiques. J'ai fait un rapport, mais personne ne me croyait. Ils me disaient tous qu'un éclair ne pouvait pas grimper et qu'il devait se décharger sur quelque chose.
Malgré la concordance des témoignages, aucune image du phénomène n'a jamais été prise. Il demeure inexpliqué. Même s'il ne fait aucun doute que quelque chose se produit dans la mésosphère, la haute atmosphère, les données scientifiques manquent cruellement jusqu'au début des années 2000. Entre avril 1981 et février 2003, la navette américaine Columbia a effectué des missions autonomes pour mettre en orbite des satellites, récupérer des modules, réaliser des expériences ou convoyer les premières pièces de la future ISS. Lors du 28e vol, une caméra embarquée filme plusieurs orages à 280 km d'altitude. L'un des 7 cosmonautes de la mission, l'Israélien Ilan Ramon, pense même avoir observé des farfadets. Il ne pourra jamais décrire ses observations. Le 1er février 2003, toutes les communications avec l'équipage de Columbia sont brutalement interrompues. La navette vient de se désintégrer en rentrant dans l'atmosphère. En rassemblant les débris éparpillés sur des kilomètres, la commission qui enquête sur les causes du crash fait une découverte. La caméra de bord a résisté au terrible accident. Les images qu'elle contient peuvent même être restaurées. Elle montre d'abord des lueurs caractéristiques. Ce sont des éclairs dont l'intensité est perceptible malgré les nuages. Mais au bout de quelques secondes, les spectateurs sont sidérés. Une forme lumineuse vient d'apparaître au-dessus de la couche nuageuse. Ilan Ramon avait bien réussi à filmer un farfadet. Malheureusement, l'accident de Columbia ne sera pas sans conséquences sur les voyages spatiaux. J'étais à ce moment-là encore à Houston au bureau des astronautes, donc ça a été un moment assez difficile. Alors ceci dit, la mission de Columbia est une mission autonome, elle n'allait pas vers la station internationale. Et le programme de la station a été, malgré ça, arrêté pendant 3 ans, puisque bon, la navette, c'était le même genre de navette qui servait pour la construction et la desserte de la station. Depuis 2003, une question anime la communauté scientifique. Quelles sont les interactions entre l'espace et l'atmosphère terrestre? Les farfadets constituent sans nul doute la clé du problème. Des spécialistes du monde entier se sont réunis au cœur des grandes plaines nord-américaines. En liaison avec l'ISS et Satoshi Furukawa, ils vont tenter d'élucider ce mystère. Il semblerait qu'il y ait un rapport entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Les farfadets sont juste au milieu. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est nouveau. Encore faut-il pouvoir observer ces phénomènes. L'équipe américano-japonaise du professeur McHargue va tenter une expérience pour le moins périlleuse. Filmer des farfadets à bord de 2 jets grâce à des caméras mises au point par des techniciens de la NHK, la télévision publique japonaise. Cette caméra capte 100 000 images à la seconde. Concrètement, cela permet des ralentis stupéfiants. Ce plan est réalisé par une caméra normale. Voici le même avec le nouveau système. Chaque avion embarquera un appareil de ce type. Une première mondiale. Ce sera la première fois que 2 avions essaieront de filmer des farfadets en même temps avec des caméras à haute vitesse. C'est vraiment très excitant pour nous. Prévenu de la localisation exacte des orages qu'il s'apprête à survoler, Satoshi Furukawa rejoint la coupole où il va installer son matériel. Il doit faire vite. Cette pression soudaine lui fait oublier ses nausées. Comme beaucoup de cosmonautes, Satoshi a le mal de l'espace depuis qu'il est arrivé à bord de l'ISS.
Le malaise passera lorsque son cerveau se sera habitué à la pesanteur. Dans quelques instants, la Station spatiale internationale entrera dans la face cachée de la Terre. Satoshi disposera alors de 45 minutes d'obscurité totale pour filmer les orages. Il ne veut rien rater du spectacle. Les farfadets, aussi appelés phénomènes lumineux transitoires, sont des phénomènes très rares. Il n'y en a qu'un pour 10 000 éclairs. Les observer n'est guère facile, même pour les occupants de l'ISS. Le cosmonaute japonais croit d'abord faire une moisson incroyable. Le spectacle des puissants éclairs qui illuminent la haute atmosphère le trompe, d'autant que les phénomènes ne durent qu'un dixième de seconde. Pourtant, la différence de luminosité ne va pas tarder à lui sauter aux yeux. Furukawa repère quelque chose qu'il n'a jamais vu. Un flash très bref sur la gauche de son écran. C'est une lumière rouge en forme de méduse, un farfadet dont l'aspect est identique à celui filmé par l'équipage de Columbia. Deux se succèdent. D'autres apparaissent lorsque l'ISS passe au-dessus de la Chine et de Taïwan. En tout, Satoshi parvient à saisir 6 farfadets parfaitement visibles. Ces photos sembleraient prouver qu'ils sont absorbés par la partie supérieure de l'atmosphère. Pour en savoir plus, les chasseurs de farfadets du professeur McHarg vont prendre l'air. Leur plan, voler au-dessus des énormes cumulonimbus d'un orage d'été. Les scientifiques sont concentrés. Mieux vaut ne pas penser à autre chose qu'à la mission, car l'aventure est pour le moins périlleuse. Les deux avions vont grimper dans la tourmente jusqu'à 13 km d'altitude. Le vol risque de pas mal secouer. Sur les écrans du professeur McHarg, l'orage éclate, massif et monstrueux, zébrant l'obscurité de séries ininterrompues d'éclairs. Mais pour l'heure, aucun farfadet. Un farfadet! Et un sacré, là. Vous l'avez eu? Plus d'une dizaine de farfadets sont captés par l'équipe. Cet étrange phénomène mérite bien son nom. Sa silhouette évoque celle d'un fantôme surgissant dans la nuit noire. Mais les chercheurs remarquent aussi que tous n'ont pas la même forme. Certains farfadets attirent plus particulièrement leur attention. Leur partie supérieure n'est pas visible car elle s'élève à une altitude de 100 km. Elle atteint donc la couche la plus haute de l'atmosphère terrestre. C'est une très grosse méduse. Elle est jolie, très jolie. Les éclairs provoqueraient-ils un phénomène électrique capable de monter vers le vide spatial? L'heure est venue de tester un outil prodigieux. Une caméra d'une incroyable sensibilité capable d'enregistrer 10 000 images par seconde. Lorsque l'opérateur voit un farfadet, il appuie sur un bouton.
ne sont alors conservées sur la bande que les 3 secondes précédant son action. À première vue, les Farfadets semblent émaner des nuages pour rejoindre l'espace. Mais les ralentis révèlent un tout autre scénario. Pendant l'expérience, 14 Farfadets ont été filmés. L'analyse des images va surprendre les chercheurs. Des boules de lumière apparaissent dans la pénombre et se déchirent aussi bien vers le haut que vers le bas. Le Farfadet ne suit donc pas une ligne droite. Les images montrent une quantité énorme d'électrons qui montent ou descendent en donnant aux tentacules du Farfadet leur forme si particulière. Ces 2 méduses jumelles ont été captées en même temps. La chasse a été fructueuse. Les membres de l'équipe vont tenter une nouvelle expérience. 2 caméras vont filmer le même Farfadet sous 2 angles différents. Oui, tu l'as eu. C'était stupéfiant. La combinaison des 2 images permettra de calculer la taille exacte du phénomène lumineux. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ces images, l'équipe pourra recréer un Farfadet en 3 dimensions. Immédiatement après le flash provoqué par l'éclair, des entonnoirs lumineux se forment entre 80 et 145 km d'altitude. Chaque boule de lumière descendant vers le bas fait à peu près 1 km de diamètre. Dans la couche supérieure de l'atmosphère, la lumière se diffuse telle une flamme. L'ensemble des tentacules couvre une superficie de 40 km de diamètre. Les chasseurs de Farfadets en ont capturé 50 en une seule nuit d'orage. L'opération est un succès. C'était fabuleux. Étonnant. J'avais jamais vu quelque chose comme ça avant. C'était... Wow. Lors des éclairs les plus puissants, la décharge électrique engendrée par la foudre provoque une montée d'électrons vers l'espace selon un tracé incurvé. Une quantité énorme d'électrons suit cette voie. En grimpant, ils s'illuminent et prennent cette couleur rouge caractéristique. Les scientifiques pensent que ces gerbes d'électrons permettent de charger en électricité la partie supérieure de l'atmosphère. Si la vision ne dure que quelques millisecondes, le processus peut se poursuivre pendant 1 à 2 minutes. Les Farfadets permettent donc la diffusion d'électrons dans les couches supérieures de l'atmosphère. Toutes les heures, 360 000 éclairs touchent la Terre. Cette débauche d'énergie peut-elle provoquer assez de Farfadets pour influencer notre climat? C'est ce que pense le docteur Brian Tinsley de l'Université du Texas. Même si ces théories sont encore expérimentales, certains événements climatiques viennent les corroborer. Pour le docteur Tinsley, les causes doivent être cherchées bien loin de la Terre. Selon lui, l'explosion d'une étoile pourrait engendrer une intense pluie de rayons cosmiques assez puissants pour atteindre notre planète. Ces rayons cosmiques se mettraient alors à bombarder la partie supérieure de l'atmosphère en contact avec l'espace, l'ionosphère, qu'ils déchireraient en profondeur. Libérée par ce bouleversement soudain, l'électricité emmagasinée dans l'ionosphère pourrait descendre vers la Terre. En parvenant dans les nuages, cette électricité provoquerait une autre réaction.
les particules solides ou liquides qu'ils contiennent, les aérosols, pourraient se charger en électricité statique. Elles perdraient alors leur cohésion initiale et se repousseraient comme les pôles opposés d'un aimant. Lorsque cela se produirait, les particules en suspension resteraient de petite taille, incapables de se changer en gouttes de pluie. Elles formeraient alors de plus grands nuages. Au cours de l'hiver 2010, l'Europe a été touchée par une exceptionnelle vague de froid provoquée par une zone de basse pression localisée sur l'Atlantique, identifiable par une énorme masse nuageuse. En l'espace de quelques heures, les abondantes chutes de neige bloquent les routes et les aéroports. De nombreux conducteurs restent coincés dès la porte de leur domicile. Le trafic est perturbé pendant des jours. L'Europe a un petit air de pôle Nord. Ces désagréments seraient dus à une pluie électrique venue de l'espace. Les météorologues ne l'avaient pas prévu. Je crois que beaucoup de météorologues se sont concentrés sur ce qui se passait dans la partie la plus basse de l'atmosphère terrestre. Et pendant longtemps, ils ont considéré que ce qui venait de l'espace n'avait aucun effet. Mais depuis quelques années, nous nous rendons compte de plus en plus de la manière dont les changements climatiques imputables à l'espace affectent dans une certaine mesure aussi bien le temps qu'il fait quotidiennement que le climat. Nous devons maîtriser tous ces paramètres afin d'être capables d'établir des plans pour gérer les changements climatiques futurs. Juillet 2011. À bord de la Station spatiale internationale, les travaux de Satoshi se poursuivent. Après avoir observé et filmé en HD pour la première fois des farfadets et avant de percer les secrets des pluies d'étoiles filantes, le cosmonaute japonais doit filmer l'un des phénomènes célestes les plus beaux et les plus étranges, les aurores polaires. Sur l'ISS, 6 cosmonautes se consacrent à la recherche scientifique. L'Agence spatiale européenne y possède son propre laboratoire, le module Columbus, installé par Leopold Eyarts en 2008. La mission principale de la station internationale, c'est d'être un laboratoire scientifique. Donc il y a une centaine d'installations scientifiques à bord. La vie, elle est centrée autour du travail, bien sûr. Là, il y a beaucoup de travail à la fois sur le système de bord et sur, en particulier aujourd'hui que la station est terminée, sur les expériences scientifiques. Les astronautes, les cosmonautes travaillent à peu près une douzaine d'heures par jour. L'équipage se lève vers 6 heures du matin, et va commencer le travail vers 8 heures. Bon, il y a un travail de préparation de la journée avant. Et va travailler jusqu'à 17 ou 18 heures le soir, avec parfois d'autres activités avant de se coucher. Tous les protocoles de recherche sont pilotés et suivis du sol. Satoshi rend compte en direct des résultats de ses expériences. Les cosmonautes ne sont jamais livrés à eux-mêmes. Ils communiquent comme n'importe qui. Dans la station internationale, l'équipage a des moyens de communication pratiquement comme sur Terre. On a un téléphone, on peut appeler qui on veut sur la Terre. Sauf qu'il faut faire attention aux heures, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui dorment. Mais il y a aussi l'équipage a aussi l'Internet aujourd'hui, donc on peut utiliser des moyens de communication modernes, des réseaux sociaux aussi. Et puis chaque week-end, on peut avoir une vidéoconférence avec sa famille. Satoshi est également tenu au courant du plan de vol orbital de la station spatiale. Minute après minute, les ingénieurs de l'agence japonaise suivent la progression de l'ISS. Ils sont ainsi en mesure de savoir quand et où Satoshi pourra filmer les aurores polaires les plus fortes. L'aurore polaire, également appelée aurore boréale dans l'hémisphère nord, est un phénomène lumineux provoqué par l'interaction entre des particules chargées en provenance du Soleil et les atomes et molécules de la haute atmosphère terrestre. En considérant leur forme, leur étendue et l'intensité de leur lumière, les scientifiques classent les aurores en 2 catégories. La plus connue est la forme dite discrète. Elle est constituée d'arcs qui ondulent comme certains nuages.
La forme qualifiée de diffuse est nettement moins colorée et plus difficile à observer. La mission de Satoshi ne sera pas facile, car la station ne tourne pas au-dessus de l'un des deux pôles. Il ne pourra donc voir qu'une portion de l'aurore. Les ciels du Canada et de l'Australie lui permettront d'observer des aurores en juillet et en octobre, les meilleurs mois pour filmer la nuit. Nous sommes en juillet. Mais Satoshi devra tenir compte d'un paramètre important. Ça passe très très vite et ça c'est quelque chose auquel on a du mal à s'habituer. Lorsqu'on veut préparer par exemple des photos, si je veux faire des photos au-dessus de la France, il faut que je commence à préparer mon appareil, à me mettre en place lorsqu'on est au-dessus du Canada. La station spatiale se déplace à la vitesse hallucinante de 28 000 km à l'heure. En une journée, elle effectue 16 fois le tour de la Terre. Satoshi a juste le temps de voir des têtes d'épingles lumineuses éparpillées en mer de Chine. Ce sont des bateaux de pêche. Puis, sa première aurore polaire apparaît à l'horizon. Il n'a que quelques minutes pour la filmer. De sa coupole d'observation, Satoshi contemple un spectacle unique. Le voile vert de l'aurore couronne le pôle. En fait, elle forme un anneau complet étendu sur plus de 1000 km. Le cosmonaute remarque aussi que les aurores ont des formes plus complexes qu'il ne le pensait. Au premier coup d'œil, l'anneau semble constitué d'un seul et même voile, mais en y regardant de plus près, il note que plusieurs se juxtaposent. Les aurores peuvent également être formées d'une série d'anneaux concentriques. Mais comment naît une aurore polaire et d'où provient cette silhouette féerique? La réponse se situe à la zone de rencontre entre la haute atmosphère et l'espace. C'est là que se déroule une bataille féroce dont l'aurore est le témoignage. Dans le rôle de l'attaquant, une étoile très active, le Soleil. Le voici filmé par un satellite. Le Soleil n'est pas seulement une source de lumière ou de chaleur. Lors d'intenses orages, il éjecte régulièrement une quantité astronomique d'électrons et autres particules électrisées. Toutes ces particules se déplacent dans le vide spatial. Ce sont les vents solaires dont la puissance est telle qu'ils pourraient balayer et annihiler l'atmosphère terrestre. Heureusement, la Terre résiste à cette agression grâce à un bouclier, la magnétosphère. En fait, notre planète est un gigantesque aimant.
Le champ magnétique qu'elle produit agit comme une barrière face aux assauts du Soleil. Il bloque et détourne les vagues de vent solaire qui contournent alors la planète. C'est là que les électrons, les ions et les protons, comme des poussières prises dans les turbulences d'une voiture, s'engouffrent dans un couloir situé du côté sombre de la Terre. À une vitesse de 1000 km par seconde, quelques particules parviennent à emprunter la queue de la magnétosphère pour repartir à l'assaut. Mais une succession de champs magnétiques terrestres les bloque à nouveau. Les particules qui ne parviennent pas à les traverser glissent alors sur leur surface pour aboutir dans des sortes d'entonnoirs, les cornets polaires. Arrivées au-dessus des pôles, les particules excitent alors les atomes présents dans la haute atmosphère et forment les cercles concentriques que Satoshi est en train d'observer. L'aurore polaire se forme donc au niveau de la dernière ligne de défense de la Terre, l'atmosphère. Sans cette fine couche, l'humanité serait directement exposée au bombardement d'électrons venus du Soleil. Elle n'y survivrait pas. Les images en haute définition prises par Satoshi Furukawa montrent que les aurores ne sont pas uniquement vertes. De la Station spatiale internationale, le cosmonaute remarque que leur sommet diffuse un halo de lumière rouge. Vue du sol, la même aurore polaire offre un tout autre visage. Si le vert est toujours visible, les terriens perçoivent aussi une autre teinte, du rose. Comment expliquer ce phénomène? Cette palette de couleurs différentes est produite lorsque la pluie d'électrons résiduels vient tomber sur la couche atmosphérique présente au-dessus des pôles. Entre 200 et 500 km d'altitude, les électrons libèrent un peu d'énergie en entrant en contact avec l'oxygène. Le ciel prend alors une teinte rouge. Des électrons plus puissants parviennent à pénétrer une zone de l'atmosphère comprise entre 100 et 200 km d'altitude. Stoppés à leur tour par l'oxygène, ils colorent cette partie de l'aurore en vert. Enfin, une dernière vague d'électrons arrive à atteindre une couche de l'atmosphère plus basse encore. Au contact de l'hydrogène et de l'azote qui s'y trouvent, ils prennent cette couleur rose si caractéristique. Ces variations colorimétriques dépendent donc de l'altitude. Elles prouvent que l'atmosphère terrestre réussit à arrêter les électrons avant qu'ils n'atteignent la surface de la planète. L'apparition de la couleur rose est un bon indicateur de la vigueur de l'activité solaire et de la puissance des pluies d'électrons qu'elle engendre. Mais une aurore peut également changer d'aspect en quelques secondes. Elle peut soudainement onduler comme un serpent blessé. C'est le signe d'une attaque d'électrons plus importante que les autres, un assaut qui peut provoquer de véritables catastrophes sur Terre. Tous les ans, les autorités canadiennes commémorent le souvenir de l'une des plus graves catastrophes ferroviaires qu'ait connue le pays. Une aurore pourrait être la cause de ce terrible accident. Le 8 février 1986,
Une aurore boréale d'une intensité exceptionnelle illumine le ciel canadien. Un train de passagers fonce vers l'est sur une voie ferrée que survole une aurore. À quelques dizaines de kilomètres de là, sur la même ligne, un train de marchandises se dirige vers l'ouest. Alors qu'un signal devrait normalement lui ordonner de s'arrêter, il poursuit sa route. Les deux convois entrent en collision. L'impact frontal est si fort que les wagons déraillent. Certains sont littéralement projetés hors de la voie, d'autres sont broyés. L'accident fait 23 morts et 71 blessés. La commission d'enquête sur les causes de la catastrophe conclut à une erreur humaine. Le conducteur du train de marchandises se serait endormi. Mais le docteur Gordon Rostocker a une autre théorie. Pour lui, le vrai responsable, c'est l'aurore boréale. Ce diagramme présente les variations du courant magnétique sur la région le jour de la tragédie. 10 heures avant l'accident, représentée par la ligne rouge à droite, la courbe commence à s'emballer. Elle traduit une montée en puissance de l'aurore. 2 heures avant la collision, le renforcement s'accentue, atteignant même un pic. À ce moment-là de la journée, les interférences électriques étaient telles qu'elles auraient pu perturber toutes les lignes situées sur le parcours de l'aurore. Or, la voie de chemin de fer est longée par une ligne électrique longue de 55 km, dont le courant fait fonctionner les signaux. Le docteur Rostocker est persuadé qu'une énorme aurore est apparue au-dessus de cette ligne électrique et qu'elle a entraîné les dysfonctionnements qui ont provoqué l'accident. Les équipements qui envoient le signal devaient fonctionner. Mais soudain, quelque chose a changé à cause de cet énorme orage magnétique. Vous pouvez avoir des modifications du voltage similaires à celles qui sont envoyées par la ligne électrique elle-même. C'est ça qui a pu causer le dysfonctionnement du voyant lumineux. À l'époque, cette théorie n'a pas convaincu les membres de la commission d'enquête. Mais depuis, de nombreux événements ont démontré que les aurores pouvaient avoir des effets désastreux. Trois ans après l'accident, en 1989, alors que le Soleil connaissait un pic d'activité très important, le courant électrique d'une aurore fit griller tous les transformateurs de la province canadienne du Québec. La plus grande ville de la région, Montréal, connut une coupure de courant monstre qui plongea dans l'obscurité ses habitants pendant 9 heures. En 2000, un autre pic de l'activité solaire se produisit. Un satellite japonais destiné à la recherche astronomique devint incontrôlable et fut définitivement abandonné dans l'espace. Au même moment, la Suède connaissait d'importantes coupures de courant. Des régions entières furent affectées. Les scientifiques ont également montré qu'il existe une concordance entre l'intensité des aurores en bas sur ce diagramme et celle des rayons cosmiques frappant la couche supérieure de l'atmosphère terrestre. Ainsi, le niveau des radiations cosmiques augmente lorsque les aurores sont faibles, voire inexistantes. Une fois encore, c'est le Soleil qui est en cause. Les rayons cosmiques sont produits par l'explosion d'une étoile bien loin de notre planète. Ils traversent l'espace et atteignent notre système solaire,
puis bombardent l'atmosphère terrestre. Certains scientifiques considèrent qu'ils sont responsables des périodes de refroidissement qu'a connues la Terre par le passé. Comme notre planète, le Soleil est aussi un gigantesque aimant qui génère son propre champ magnétique. Il enveloppe la totalité du système solaire qu'il protège des agressions extérieures. Si l'activité du Soleil est intense, ce champ magnétique se renforce. Les radiations cosmiques viennent rebondir sur cette défense, comme le font les électrons des vents solaires lorsqu'ils percutent le champ magnétique terrestre. Par contre, quand l'activité du Soleil diminue, son champ magnétique s'affaiblit également. Les rayons cosmiques peuvent pénétrer dans le système solaire et atteindre l'atmosphère terrestre. Ils provoqueraient alors l'épaississement de la couche nuageuse et le refroidissement de notre planète. La dernière période de refroidissement a eu lieu au milieu du XVIIe siècle. Depuis, l'activité solaire s'est renforcée et la Terre a même été soumise à des orages magnétiques pour le moins intenses. Qui pourrait croire qu'une île proche de l'équateur ait été le décor d'une aurore polaire? Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé à Cuba, comme l'explique l'historien du climat Luis Ramos. À Cuba, nous sommes habitués à des phénomènes comme les orages électriques ou les ouragans. Alors découvrir que quelqu'un, voilà 150 ans, nous avait laissé ce témoignage ne pouvait que nous stupéfier. Voici le document relatant l'observation de l'aurore boréale vue à la Havane le 2 septembre 1859 par Andrés Poy. À 5h30, l'aurore est apparue au nord, sous la forme de lignes verticales, formant des colonnes de couleur verte sur un fond rouge. Cette année-là, l'arc auroral avait atteint Cuba. Les chroniques du météorologiste Andrés Poy racontent que le phénomène dura plus d'1 heure. Cette gigantesque aurore fut également observée dans d'autres régions de la planète. Un bateau traversant le canal de Panama a rendu compte de son observation. Des témoins l'ont vu dans le ciel de France, d'autres au-dessus d'Hawaï en plein océan Pacifique. Des historiens japonais ont également noté l'événement dans leurs annales. En fait, cette aurore exceptionnelle a couvert la totalité du ciel de l'hémisphère nord. Aujourd'hui, quelles conséquences pourraient avoir des phénomènes d'une telle ampleur ? Les scientifiques américains ont réalisé une simulation. Le rapport de l'Académie des sciences est édifiant. Il estime que les États-Unis connaîtraient des coupures de courant à une échelle sans précédent. Avec l'augmentation de la consommation, les lignes électriques sont de plus en plus longues. Si une énorme aurore se produisait, le courant qu'elle générerait risquerait de surcharger les câbles. Les transformateurs ne résisteraient pas à cet afflux soudain d'électricité. Ils sauteraient comme de vulgaires fusibles. La totalité du territoire des États-Unis se retrouverait privée de courant. Le réseau serait hors d'usage. Sa remise en état durerait 4 à 10 ans. Estimation du coût de ce désastre, près de 2000 milliards d'euros. Inconsciemment, nous avons grandement accru notre vulnérabilité à ces périls. Voyez-vous, si nous ignorons ces risques sur l'environnement, ce serait un peu comme ignorer les menaces sismiques, les dangers de tremblements de terre
lorsque nous construisons des gratte-ciel. La féerie des aurores ne doit pas nous faire oublier qu'elle renferme une puissance incroyable. Dans la Station spatiale internationale, la vie continue, rythmée par les expériences scientifiques, les réparations en tout genre. Désormais, Satoshi Furukawa est totalement acclimaté à son environnement. La pesanteur n'a plus aucun effet négatif sur son organisme. Après avoir observé les aurores polaires et les farfadets, Satoshi Furukawa va poursuivre son tournage. Nous sommes à la mi-août. Il va tenter de filmer les pluies d'étoiles filantes. À 400 km d'altitude, le cosmonaute japonais s'apprête à capter les images d'un phénomène qui fait rêver les hommes depuis la plus haute antiquité. Pendant longtemps, les météorites, les chutes de météorites étaient vraiment pris comme des présages célestes, des choses assez mal comprises. Il y a même eu certaines époques où des cultes ont été rendus à des pierres météoritiques. C'était le cas en particulier au Proche-Orient, autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a même une météorite qui a fait une entrée triomphale à Rome. C'est cet empereur qui s'appelle Héliogabale, qui était originaire de Syrie, qui était prêtre d'un temple du soleil. Et une fois qu'il a été élu empereur de Rome par la Légion, il a voyagé depuis l'actuelle Syrie jusqu'à Rome avec sa météorite. Il s'est débarrassé de Jupiter sur le Palatin et il l'a remplacé par sa météorite. Chaque année, au milieu du mois d'août, une pluie d'étoiles filantes illumine la voûte céleste. Satoshi Furukawa va utiliser sa caméra haute sensibilité pour tenter d'enregistrer le moment où ces objets pénètrent dans l'atmosphère terrestre. C'est une première mondiale. Rajoutée à la structure pour permettre aux cosmonautes de surveiller les manœuvres d'amarrage et de désamarrage, mais aussi les opérations extérieures effectuées par les bras robotisés de l'ISS, la coupole d'observation offre un point de vue exceptionnel sur la planète. Devant sa fenêtre, Satoshi effectue un tour complet de la Terre en seulement 90 minutes. Ces nuits ne durent donc que 45 minutes. Il a une pensée pour son pays qui vient d'être touché par un tsunami. C'est le grand paradoxe des voyages sur l'ISS. Si les cosmonautes embrassent la planète d'un seul regard, ils demeurent très loin de leur foyer. Satoshi aperçoit sa première étoile filante entre Chicago et Minneapolis. Il en voit également au-dessus de l'Europe. En voilà une traversant le ciel de l'Espagne. Puis une autre encore, en abordant la botte italienne à la forme si reconnaissable. Mais finalement, qu'est-ce qu'une étoile filante ? Une étoile filante, c'est une petite poussière extraterrestre qui rentre dans l'atmosphère à très haute vitesse. Petite, ça veut dire 1 cm environ, et très haute vitesse, ça veut dire environ 20 km par seconde.
Donc c'est une poussière qui arrive très très vite. Et pourquoi est-ce qu'elle donne cette traînée lumineuse aussi importante? C'est tout simplement parce qu'elle abandonne son énergie, elle est freinée dans l'atmosphère et elle dissipe son énergie en produisant de la lumière. Pour comprendre le phénomène, les scientifiques ont réalisé l'expérience en laboratoire. Ils ont utilisé cette machine, l'une des seules qui existe au Japon, pour lancer un projectile à une vitesse sidérante. Ce petit cylindre de plastique de 6 mm de diamètre a la même taille que la plupart des météorites qui pénètrent dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Il va voyager à 17 500 km/h, un Paris-New York en 20 minutes chrono. L'air de la chambre d'expérimentation possède les mêmes propriétés physiques que la haute atmosphère. Cette caméra filme 100 000 images par seconde. Elle doit enregistrer le passage éclair de ce projectile. Un flash lumineux. Est-il identique à la traînée laissée par une météorite? Lorsque le cylindre parvient à la fin de sa course, il émet un bref éclair de lumière. Il est produit par l'impact du projectile. En fait, c'est la première partie de l'expérience qui est la plus intéressante. En pénétrant dans l'air, le bout de plastique produit un sillage lumineux comme les météorites. Lorsqu'un corps extraterrestre plonge vers la Terre à la vitesse supersonique de 70 km par seconde, l'atmosphère le compresse. La météorite se vaporise. Sur sa trajectoire, l'air est ionisé. Cela provoque la combustion du corps céleste qui laisse derrière lui un sillage de gaz, le plasma. C'est ce plasma qui émet une vive lumière. Mais d'où viennent ces objets extraterrestres? La majorité des météorites, c'est plutôt des fragments d'astéroïdes. Donc les astéroïdes sont des petits corps qui orbitent autour du Soleil, qui tournent autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Et il y a des collisions en permanence entre ces petits corps, donc ils abandonnent des fragments, et certains de ces fragments peuvent progresser, arriver jusqu'à la Terre, et éventuellement tomber dessus, et c'est ça qu'on appelle une météorite. Ce flux de météorites est aléatoire, car les corps célestes viennent de tous les coins du système solaire. Pourtant, les images réalisées par Satoshi révèlent que certaines météorites entrent dans l'atmosphère avec le même angle. Elles proviennent donc du même endroit et se déplacent toutes dans la même direction. Pendant 4 jours, Satoshi a filmé 260 étoiles filantes. Ces images permettent de reconstituer leur parcours dans le cosmos et de comprendre pourquoi leur chemin a croisé celui de la Terre. Durant les 4 jours de tournage, notre planète a poursuivi son parcours orbital autour du Soleil et parcouru plus de 10 millions de kilomètres. Les pluies d'étoiles filantes sont généralement composées de poussière cosmique et de morceaux d'astéroïdes, les météorides. En orbite autour du Soleil, tous ces corps célestes constituent un énorme nuage étiré sur plus de 20 millions de kilomètres. Ce flot est très rapide, 40 km par seconde. Quand la trajectoire de la Terre croise ce courant de débris cosmiques, les météorites se transforment en météorites et pleuvent sur l'atmosphère terrestre, provoquant des averses d'étoiles filantes.
reste à savoir ce qui crée cet incroyable courant de corps célestes. Lors de son séjour sur l'ISS, Satoshi Furukawa a eu la chance de photographier la clé de ce mystère. C'est cette longue traînée lumineuse, une comète. La NASA possède de nombreux clichés de comètes. Il s'agit d'énormes morceaux de poussière d'étoiles et de glace. Le flot de corps célestes que traverse la Terre chaque année est composé de poussière cosmique et de météorides provenant donc d'une comète. Tout tourne autour du Soleil dans le système solaire, c'est la définition du système solaire. La particularité des comètes, c'est qu'elles ont des orbites assez elliptiques, c'est-à-dire assez allongées. Donc elles passent l'essentiel de leur vie très loin du Soleil et périodiquement elles s'en rapprochent tout en ne restant pas très longtemps en proximité du Soleil. Et quand elles se rapprochent du Soleil, elles sont échauffées, donc la glace qu'elles contiennent est vaporisée et les poussières qu'elles contiennent sont relâchées. Et donc sur leur parcours, si vous voulez, il y a un champ de poussière qui est abandonné, des poussières que la comète a abandonnées sur son parcours et que la Terre rencontre à intervalles périodiques d'une année. Toutes les particules abandonnées par une même comète ont une orbite similaire. Certaines mettent plus de 130 ans pour effectuer un tour complet autour du Soleil. Notre système solaire compte un nombre incalculable de comètes qui laissent derrière elles de longues queues de débris. Notre planète croise la route d'une cinquantaine d'entre elles. En fait, le voyage spatial de la Terre est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle doit traverser de forts courants de corps célestes. Ces objets extraterrestres peuvent-ils nous apprendre quelque chose sur la formation du système solaire ou sur la présence de vie sur Terre? En 1999, les scientifiques du projet Stardust, poussière d'étoiles, ont lancé une sonde dans l'espace. Sa mission, atteindre la queue d'une comète pour y récolter des échantillons de poussière d'étoiles qui devaient être analysés sur Terre. Parvenue à destination, la sonde a déployé une plaque alvéolée ressemblant à une raquette de tennis afin de capturer les poussières arrachées à la comète. Difficile de savoir si cette tentative allait fonctionner. Même si les scientifiques nourrissaient de grands espoirs, ils attendirent 7 ans avant de voir la sonde revenir sur la Terre. En 2006, une grosse étoile filante illumina le ciel de l'Utah. La capsule Stardust venait de rentrer dans l'atmosphère. Les résultats furent à la hauteur des espérances. La sonde avait capturé 100 000 grains de poussière cosmique. En les analysant, les scientifiques firent une incroyable découverte. La poussière contenait une substance essentielle à la vie, un acide aminé, de la glycine. Dans les laboratoires de la NASA, l'astrobiologiste Daniel Galvin poursuit les recherches. Il croit que la découverte de cet acide aminé a peut-être résolu l'une des énigmes expliquant le développement de la vie sur Terre. Le scénario est assez simple. À sa création, notre planète ne contenait aucune matière organique. Comment les substances favorables à la création de la vie ont-elles pu surgir dans cet environnement particulièrement hostile? La découverte de matériaux organiques dans les poussières relâchées par les comètes tendrait à prouver que les pluies de corps célestes ont amené sur Terre les toutes premières composantes indispensables à l'émergence de la vie. En tombant sur la Terre, cette poussière cosmique a pu y apporter des minéraux et des composants organiques, notamment des acides aminés comme la glycine par exemple. Et tous ces matériaux ont pu s'accumuler sur les sols et dans les océans primitifs
et éventuellement ont pu participer à la chimie complexe nécessaire pour déclencher le processus pouvant entraîner l'apparition de la vie. Le fait que la matière extraterrestre, les météorites, les micrométéorites contiennent ces acides aminés, ça veut dire qu'il y a eu certainement un apport d'acides aminés au début de l'histoire de la Terre par le flux de matière extraterrestre. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un ensemencement de matériaux prébiotiques. Donc un acide aminé, on est très très loin de la vie, mais en tout cas c'est un des constituants de la vie. Et donc voilà, ça nous dit que une partie de l'inventaire des matériaux constitutifs de la vie provient de l'espace. C'est aussi ce que pense un autre chercheur de la NASA, directeur du projet Stardust, le docteur Michael Zolensky. Pour compléter les données, il a lancé une nouvelle opération. Mais cette fois, les poussières cosmiques vont être récoltées par un avion. Le plan de vol prévoit de quadriller une région dont le ciel n'est pas affecté par les activités humaines. Les météorites se consument à une altitude de 80 km. Si les poussières sont découvertes plus bas, cela signifiera qu'elles ont réussi à pénétrer dans l'atmosphère sans être affectées. Pour les recueillir, le docteur Zolensky a mis au point un système très simple. À l'altitude programmée, cette petite trappe s'ouvre et cette plaque sort comme ça. Ensuite, durant le vol, la plaque récolte les particules de poussière dans la stratosphère. L'opération se déroule durant une période très propice. La Terre traverse la queue d'une comète. Ces derniers jours, les pluies de corps célestes se sont donc renforcées. « 15 240 mètres, c'est l'altitude maximale à laquelle nous pouvons voler aujourd'hui avec nos combinaisons. À l'extérieur, la température est de moins 41 degrés. Le pilote vogue quasiment aux portes de l'espace. Il entre dans l'ionosphère. Le ciel annonce déjà le cosmos. Il prend des teintes plus sombres. Ok, c'est parti. La récolte des échantillons commence. La plaque en résine installée sous l'aile de l'appareil vient de sortir à l'air libre. Mais y aura-t-il des poussières cosmiques à cette altitude? Et surtout, seront-elles exploitables? C'est dans une chambre stérile que les scientifiques vont examiner les résultats. La plaque est extirpée délicatement du boîtier qui la protégeait des pollutions ambiantes. Au microscope, quelques grains sont bien visibles. Désormais, il faut les analyser. Michael Zolensky en est sûr. Il s'agit bien de poussière cosmique. Nous pensons que c'est un échantillon extraterrestre et maintenant nous l'observons pour pouvoir poursuivre notre analyse. La poussière cosmique peut donc parvenir jusque sur la Terre sans être endommagée lors de son entrée dans l'atmosphère. Comment est-ce possible? Le docteur Zolensky n'a pas cessé de récolter des échantillons. Les coffres-forts de la NASA contiennent des milliers de grains de poussière. Il y a là 30 ans de collecte. En fait, ces grains sont très petits, 1/10 de millimètre seulement. Ils sont donc très légers et n'entrent dans l'atmosphère qu'à vitesse réduite, une dizaine de kilomètres par seconde. S'ils sont invisibles pour l'œil humain, leur nombre laisse songeur.
La Terre baigne tout le temps dans ce nuage de poussière. C'est cette poussière qui entre continuellement dans l'atmosphère. Elle couvre toute la Terre et vous en respirez tous les jours. Elle tombe dans votre jardin, sur votre voiture. Ça en est certainement. Il y a probablement des particules de poussière sur ce 4x4 du Colorado. Il n'échappe pas aux poussières cosmiques qui pleuvent littéralement depuis l'espace. 30 000 tonnes de ce type de matériaux nous tombent dessus tous les ans. C'est une quantité énorme. Il y a 4,6 milliards d'années naissait notre système solaire. De grandes quantités de gaz et de poussière cosmique contenant des substances organiques, comme les acides aminés, se sont mélangées. Les radiations cosmiques ont alors pu rendre possible certaines réactions chimiques et les substances organiques se sont multipliées. Les particules minérales se sont agrégées et ont formé des blocs de plus en plus gros qui se sont eux-mêmes réunis. C'est ainsi que la Terre fut créée. Mais la chaleur extrême provoquée par les collisions a détruit toutes les substances organiques. La situation était différente en périphérie du système solaire. Là, les températures négatives et l'absence de collision facilitèrent la formation de corps célestes dont la taille variait de quelques mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Ces amas de glace renfermaient les poussières cosmiques. Bon nombre de ces blocs furent attirés dans l'orbite du Soleil. Leur grand voyage à travers l'espace pouvait commencer. Les comètes étaient nées. Lorsque l'une d'entre elles s'approche du Soleil, la chaleur fait fondre la glace. Les poussières dégèlent. La comète les abandonne alors dans son sillage. Cette traînée, dont le moindre grain est également en orbite autour du Soleil, contient donc des composés organiques. Notre planète n'a jamais cessé de traverser ces flux qui ont pu l'ensemencer et permettre l'apparition de la vie. Le processus d'évolution des espèces a fait le reste. Plantes et animaux se sont multipliés. Notre planète s'est transformée en îlot paradisiaque flottant à travers l'espace infini. À certains égards, l'espèce humaine n'aurait jamais vu le jour sans ces poussières cosmiques. Nous sommes les habitants d'une planète dont les cosmonautes de la station spatiale saisissent l'extraordinaire fragilité. Vue de l'ISS, l'atmosphère terrestre n'est guère qu'une fine couche.
Cette mince couche d'atmosphère, elle conditionne toute la vie. Et là, on la voit, alors on peut voir des photos aussi, mais là, on la voit réellement. Et par moments, elle est presque invisible aussi. Donc, on prend conscience de cette fragilité. On peut voir aussi, à travers les photos, les vidéos que l'on peut prendre, les problèmes de pollution au niveau de la mer, par exemple, qui sont parfois assez flagrantes. Donc, c'est aussi un lieu d'observation sur le plan pour les citoyens du monde. Satoshi Furukawa s'apprête à retrouver la Terre et son foyer. Il achève ses ultimes expériences. Sa mission aura duré 5 mois, 165 jours d'un incroyable huis clos, hors des saisons et du temps. Pour moi et je pense pour la plupart de mes collègues, tout le monde a l'impression que le temps passe très vite. Le fait qu'il y a toujours quelque chose à faire, à regarder, à observer, ou des contacts avec le sol, fait qu'en fait, on ne voit pas le temps passer. Les 6 mois passent très très rapidement. En fait. Une fois désamarrée de la station spatiale, la capsule plonge dans l'atmosphère. Une dernière aventure débute. D'abord, le retour se passe très rapidement, ça dure à peu près 4 ou 5 heures, donc on ne voit pas vraiment le temps passer. La phase intense de rentrer dans l'atmosphère, c'est à peu près une vingtaine de minutes. Alors évidemment, il y a pendant le retour de certains moments intenses, notamment la rentrée atmosphérique, où on passe par des températures de l'ordre de 1500 ou 2000 degrés. Donc le vaisseau est protégé pour ça. Et puis l'ouverture du parachute qui induit des rotations, des accélérations. Et pendant la rentrée, on subit à peu près 4 ou 5 G, donc c'est-à-dire 4 ou 5 fois son poids. Le 22 novembre 2011, Satoshi Furukawa est extirpé de la capsule Soyouz qu'il a ramenée dans une plaine du Kazakhstan. Le cosmonaute japonais avoue alors qu'il a la sensation d'avoir aboli toutes les frontières, celles qui séparent les hommes et celles entre la Terre et le cosmos.